Ma vie, toute l'histoire que je vais vous conter ici est vraie. Elle va être racontée sous une certaine forme de pudeur, mais surtout de vérité. Donc il m'a été très difficile de pouvoir faire cette vidéo parce que je vais me livrer intégralement à vous, les abonnés. Et voilà, c'est quelque chose qui n'est pas simple comme discours, comme élocution, mais malgré tout, je dois vous le raconter parce que c'est un peu le début de notre histoire de J Paranormal Investigation, d'une certaine manière. Mais l'événement que j'ai vécu est trop particulier pour que je ne puisse pas vous le raconter. Un moment exceptionnel dans ma vie et qui, au niveau paranormal en tout cas et surnaturel, est peut-être quelque chose d'extraordinaire, comme on en a déjà vécu à maintes reprises depuis la création du groupe, que ce soit après le décès de notre ancienne modératrice Natacha ou les diverses enquêtes que vous avez l'habitude de suivre avec nous. Mon histoire, elle débute début des années 70. Je vis dans une maison familiale avec un frère 15 mois plus jeune que moi, une sœur cadette de 6 ans. Nous vivons donc dans cette maison, dans cette petite bourgade, avec mes grands-parents paternels, ainsi que mon papa et ma maman. Ma maman est infirmière, mon papa, lui, est militaire. Et on vit, en tout cas, à ce que moi, je me représente à cette époque-là, une vie paisible, avec des bons et des moins bons moments. Mais le premier événement qui va marquer ma vie arrive alors que j'avais 6 ans. Ce qui va se passer, c'est que mon grand-père, qui était un fumeur invétéré, commence à décliner au niveau de sa santé. Je ne comprends pas très bien ce qui se passe. Il faut savoir que chez nous, on ne communique pas de trop. C'est assez tabou. On a une grand-mère paternelle qui prend le dessus sur le système éducatif et patriarcal, un père qui est assez absent, un grand-père très discret et une maman assez timide qui s'efface de plus en plus par rapport à l'autorité de ma grand-mère. J'apprends et j'essaye de comprendre que mon grand-père ne va pas bien. Je le vois dans ses raisonnements, dans son comportement. Et après les multiples visites du médecin, j'entends lors d'une discussion que le médecin dit à ma grand-mère « il y en a plus que pour quelques heures ». À ce moment-là, tout s'enchaîne. Une organisation, un protocole bien particulier autour du décès qui allait arriver de mon grand-père. Et je reste seul dans cette pièce à observer. Et là, je vais commencer à voir que mon grand-père a de plus en plus difficile à respirer. J'essaye de comprendre, je l'observe vraiment. Et puis, je vois ces râles qui prennent de l'ampleur. Et à un moment donné, cette respiration à 3 reprises où il va aller chercher très loin ce besoin d'air pour finir à décéder devant moi. Et je vais à ce moment-là me poser évidemment toute une série de questions. Que s'est-il passé? Qu'est-ce que la mort? Où va-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Tout s'enchaîne rapidement, comme je l'ai dit, parce que évidemment, on est dans un système évidemment où le christianisme est à la base de notre éducation, même sans être pratiquant. Et puis, on va transformer cette pièce de la maison en une pièce mortuaire avec des immenses tapisseries noires au mur, des grands cierges autour d'un cercueil. Et les obsèques ensuite de mon grand-père, mais surtout ce premier questionnement que j'ai à cette époque-là. Ensuite, notre vie va évoluer, je vais dire vers l'adolescence,
la préadolescence, bien entendu, d'abord. Et on va vivre une vie que je ne souhaite à personne. La vie va être tumultueuse, ça va être difficile. Ma maman va tout doucement et petit à petit s'effacer pour laisser place donc à cette grand-mère qui, dans un premier temps, voulait vraisemblablement bien faire, mais ma maman va perdre le contrôle, ne pourra plus rien dire par rapport à l'éducation de ses 3 enfants, et elle va être de plus en plus mal, elle va s'enliser. Comme je l'ai dit, on ne discute pas chez nous. Donc, ce que je constate, c'est que ma maman, à plusieurs reprises, va tenter de mettre fin à ses jours. Et je vais, à quelques reprises, pouvoir être confronté à quelque chose qu'un enfant ne devrait pas voir. Ma maman couchée au sol, les yeux révulsés, de la bave autour de la bouche, les bras et les jambes qui bougent sans arrêt, l'effet des médicaments. D'autres scénarios très difficiles à voir, que je ne vais pas expliquer ici, mais dont un m'a marqué, puisque dans notre maison, il y avait des cadres au mur qui représentaient des ancêtres qui appartenaient à la famille de ma grand-mère, d'hommes et femmes que je ne connaissais pas. Et je me souviens que ma maman était descendue de l'étage en disant, voilà, j'ai vu dans un des cadres, cette personne me parlait. Moi, j'avais eu peur, évidemment, à 6-7 ans, d'entendre dire ma maman qu'elle avait vu un cadre parler. Je ne comprenais pas et franchement, j'étais effrayé. Et à plusieurs reprises, les ambulances vont venir. Ma maman était hospitalisée. Je posais la question à mon papa, mais que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'elle a, maman? Il me disait, mais non, c'est pas grave. Écoute, elle est pas bien, elle est malade. Après plusieurs tentatives, à mon avis, des appels à l'aide et ces tentatives de suicide, mes parents vont décider de divorcer. Ils vont divorcer, ma maman va partir de son côté, ma grand-mère, évidemment, va commencer à nous dire certaines choses qui n'étaient vraisemblablement pas vraies, mais qui avaient pour but de dénigrer ma maman devenait la méchante. Donc nous, dans notre compréhension, on s'éloignait de plus en plus. Puis à l'issue du divorce, les visites, c'était une fois par semaine, puis elles s'espaçaient. Donc je perdais le contact avec ma maman, je perdais le contrôle. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Ma maman était la mauvaise. Ma grand-mère remplaçait ma maman. Et voilà, c'est un scénario que je ne souhaite à personne. Par la suite, après mon adolescence, je grandis. Les contacts, comme je l'ai dit, avec ma maman deviennent de très, 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 très rares. Donc, je l'ai la voir de temps en temps dans son petit village où elle habitait avec ses parents, donc mes grands-parents maternels. Ils vivaient à 3 dans leur petit cocon. Ma maman a rencontré un homme à ce moment-là. Cet homme, cette relation n'a pas duré longtemps. Cet homme lui a pris tout son argent pour s'acheter une moto. Ensuite, il est parti. Donc, ma maman s'est effacée de plus en plus. Et pour nous, elle devenait de plus en plus la mauvaise. Je quitte ma ville natale parce que j'étais militaire, puisque je suis rentré à l'école militaire, j'avais 16 ans, et je vais travailler pendant quelques années à Bruxelles, dans un quartier général qui fait partie évidemment de la continuité de ma carrière, et je décide d'habiter Bruxelles. Je décide d'habiter Bruxelles parce que c'était plus facile, tout simplement. Avec mon ami, on loue un studio à Woluwe-Saint-Lambert, plus exactement. C'est un studio avec un rez-de-chaussée avec un petit jardin assez mignon. Et dans le 22 décembre 1989, la fin de journée, on décide d'aller dormir et rien de bien particulier. Et dans la nuit du 22 au 23 décembre 1989, il faut savoir que préalablement, au mois d'octobre, ma grand-mère, qui nous avait élevés, va décéder. Elle va décéder d'une embolie pulmonaire. Donc déchirement total, bouleversement et une tristesse très difficile à contenir, puisque, comme je vous l'ai dit, elle avait remplacé un petit peu l'éducation de notre maman. Elle était un peu comme notre maman, même si elle était très sévère. Mais voilà,
perdre notre grand-mère a été le premier réel choc, beaucoup plus que le décès de mon grand-père que j'avais vu mourir. Et donc ça se passe en octobre 89, mais je vis à Bruxelles, je vis ma vie, et la nuit du 22 au 23 décembre 89, je suis réveillé par un cauchemar. Et dans ce cauchemar, en fait, je vois ma grand-mère qui me parlait dans un grenier, le grenier de la maison familiale que j'avais quitté pour Bruxelles, et elle est avec sa belle robe bleue, qu'elle portait sur une des rares photos que j'ai d'elle. Mais ce cauchemar a la force de me réveiller, ce qui était très rare parce que d'abord je ne faisais pas beaucoup de cauchemars, d'autant plus à me réveiller en plus c'était extrêmement rare. Je me réveille, je me souviens, je m'assois directement sur mon lit, et il faut savoir que dans ce petit studio, il y avait mon lit, au pied de mon lit on avait une bibliothèque qui séparait un peu la pièce en deux puisque c'était un studio. Donc, il y avait une partie chambre à coucher, la bibliothèque, sur la droite, et dans le fond, devant mon lit, en fait, sur la partie gauche, eh bien, il y avait la table de salon avec 4 chaises, une grande fenêtre avec un volet qui donnait sur le jardin. Donc, je suis réveillé à un moment donné par ce cauchemar. Première chose que je fais, je regarde mon radio réveil, je vois 3h15 du matin. Ensuite, je regarde sur la droite, je vois mon ami dormir paisiblement. Et je suis assis, et là je regarde devant moi. Je regarde droit vers la table de salon et les 4 chaises. Sur une des chaises, celle qui est la plus proche de la bibliothèque, je vois distinctement, et très bien, je vois une forme humanoïde assise. C'est-à-dire que je vois la tête, les épaules, le buste, et la position assise sur la chaise, une ombre noire. Tout ça va très vite, mais dans un premier temps, je me frotte les yeux, je me dis, est-ce que c'est mon cauchemar? Je rêve toujours? Non, c'est pas possible. Je viens de voir mon ami, je viens de voir l'heure, je suis réveillé. Qu'est-ce que c'est? Là, je commence à prendre peur. Je ne panique pas encore, mais je prends peur. Il y a à peu près 4 mètres de distance entre moi et cette chaise. Ensuite, je vois cette forme humanoïde, cette ombre noire qui était assise, je la vois se relever. Et là, elle est debout en face de moi. Elle n'est pas grande, elle fait 1m70, 71, pas plus. Et je vois cette ombre se diriger vers moi. Là, je panique. Là, je prends réellement peur, chose que je n'ai jamais connue par la suite. Je prends peur. Et là, premier réflexe, je prends ma couette, je m'enfonce dans ma couette, je me mets en position fétale et je me force à me réendormir. Et c'est la seule chose qui me motive d'ailleurs. C'est la seule chose que je me dis en tête. Joël, endors-toi, réendors-toi. C'est probablement une hallucination suite au cauchemar. Je ne sais pas. Et je me force. Je ne pense plus qu'à ça. Je parviens à m'endormir. Le lendemain matin, le réveil sonne. J'en discute avec personne. Je me dis, c'est le cauchemar. Et je vais travailler. On est le 23 décembre 1989. Il est midi, je suis au travail. Mon frère, lui, habite en Allemagne. Ma sœur habite dans la maison familiale où ma grand-mère vivait. Et le téléphone sonne donc vers 13h. Et c'est mon frère qui me dit « Ah, Joël, tu n'es pas au courant ?» Et je dis « Non, qu'est-ce qui se passe ?» Là, il y a un blanc. Et là, il me dit « Maman est morte. » Même si je ne voyais plus ma maman fréquemment, là, j'ai un choc, un bouleversement, une tempête dans la tête. Où, par où, quand, comment, quoi, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, écoute, il faut absolument que tu ailles à l'hôpital parce qu'il faut aller reconnaître le corps pour diverses raisons que j'expliquerai pas ici, mais pour ne pas que ma sœur y aille, bien entendu. Donc je quitte Bruxelles, je pars à l'hôpital, je fais ces 80 km avec plein de questions dans la tête. Mais que s'est-il passé réellement? Le 22 décembre 1989,
Ma grand-mère maternelle est hospitalisée. Mon grand-père maternel, ainsi que ma maman, décident d'aller la voir. Et ils partent avec leur petite Renault 5 en direction de l'hôpital. Il n'y a pas beaucoup de kilomètres, il y a une dizaine de kilomètres, pas plus. Il est à peu près 14h30, 15h. Mon grand-père fait un malaise au volant de la voiture. Il perd le contrôle de la voiture. Ma mère avait sa ceinture de sécurité. Sous la violence du choc, ma maman est éjectée par le pare-brise. Son bras reste accroché dans la ceinture. Elle est éjectée, elle a les jambes broyées, elle est trépanée. Les ambulances arrivent, elle est transportée à l'hôpital dans un état grave. Elle est aux soins intensifs. 4 médecins s'occupent d'elle. Un médecin pour la tête, un médecin pour les jambes, un médecin pour le bras et un 4e pour la situation générale. Ma maman va se battre. Elle va rester 12 heures aux soins intensifs pour ensuite décéder. J'imagine la souffrance durant tout ce laps de temps. Elle décède après 12 heures de combat. Elle décède à 3h15 du matin, la nuit du 22 au 23 décembre 1989. Alors, ce que j'ai vécu cette nuit-là, cette ombre que j'ai vue, que j'ai bien distinguée, était-ce ma maman qui venait me dire au revoir? Je ne sais pas. Toujours est-il que je l'ai vécu, cet événement. J'essaie d'en trouver l'explication, mais je l'ai bien vécu et je ne dormais pas. Cela ne faisait pas partie de mon cauchemar. Il s'est réellement passé quelque chose. Alors maman, si c'était toi, je m'excuse d'avoir eu peur. Je m'excuse de m'être réfugié sur cette couette. Je m'excuse de ne pas avoir compris le mal-être que tu as eu pendant toute ta vie. Les difficultés que tu as eues à ne pas pouvoir t'occuper de tes 3 enfants. D'avoir été distant avec toi. Et par contre, je te remercie pour toutes les implications et les contacts que tu as eus avec moi depuis la création de ce groupe. Parce que le groupe J Paranormal Investigation, il est né cette nuit du 22 au 23 décembre 1989. Il est né à ce moment-là. Et pour tous les abonnés qui ont pu voir toutes nos enquêtes, Michel, Alex, Laurence et moi, vous avez pu constater qu'à plusieurs reprises, quelqu'un s'est présenté lors des différentes Ouija, guéridons, des différents phénomènes de voix électronique. C'était ma maman. Je ne pourrai jamais le prouver. Je ne pourrai jamais le garantir à 100%. Mais mon propre ressenti, lui, il peut le prouver. Ce que j'ai ressenti lors de ces diverses enquêtes, lorsqu'elle s'est présentée, c'était bien elle. Alors c'est de l'espoir pour tous les abonnés qui vivent dans le deuil, qui ont connu un deuil. C'est de l'espoir parce que la vie continue de l'autre côté avec ses interactions. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'on ne perd pas le contact. Il faut rester ouvert, bien entendu. Mais là, je remercie le groupe, je remercie mon équipe et je remercie ma maman. C'était tout simplement mon histoire avec cet événement qui m'a marqué à vie, qui me marquera jusqu'à mon dernier jour, et avec le bonheur de savoir que le jour où je partirai, la personne qui m'accueillera là-bas, ce sera maman. Est-ce que tu peux me dire maintenant ce que je suis en train de te dire? Vas-y, commence. Le premier mot, la première lettre du premier mot. A, B, C, D, E, F, G, H, I,
La deuxième. A, B, C, D, E. Ensuite, le deuxième mot. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. La suivante, A, ok. La suivante, non. A, B, C, D, E, F, G, H, I. La suivante, non. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Et la dernière, A, B, C, D, E. Je t'aime, maman. Maman, est-ce que tu as un message pour moi en fait? Est-ce que ce message, tu vas nous communiquer à la Ouija? Est-ce que tu vas venir à la table de Ouija? C'est un peu perturbant. C'est pas la première fois qu'elle vient. Non. Elle sait qu'elle a compris qu'elle peut communiquer par ce biais-là. Et elle a essayé là, hein. Ça fait déjà plusieurs fois que tu l'entends. Ouais. Hein? Maman, est-ce que tu peux, parce que je veux vraiment être certain que ce soit toi, quoique je suis quasi sûr, tu peux me rappeler comment tu es morte, comment tu es décédée, en un mot, comment es-tu décédée? Et on commence avec les lettres. Première lettre. Première lettre. Première lettre de la cause de ton décès. Vas-y. A. Ok. Deuxième. A, B, C. Troisième. A, B, C. Quatrième. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ok. Tu es mort d'un accident. Je sais que tu as réellement souffert. L'accident était vraiment horrible et tu es resté quand même 12 heures de soins intensifs. Donc je sais que tu as souffert énormément. Tu étais là quand j'ai dû aller reconnaître le corps. Est-ce que tu m'as vu quand je suis venu reconnaître ton corps? Est-ce que vous veillez sur Joël? Est-ce que vous veillez sur votre fils? Merci beaucoup. De toute façon, je t'ai toujours dit depuis que tu es parti, la première personne qui viendra m'accueillir lorsque je passerai de l'autre côté, c'est toi. Tu seras bien là, non? J'ai toujours demandé à ce qu'il y ait également une deuxième personne qui soit là pour m'accueillir lorsque j'arriverai de l'autre côté. Est-ce que tu sais de qui je parle, non? Tu sais me dire qui c'est? En commençant maintenant par la première lettre. A, B, C. La
deuxième, A, B, C, D, E, F, G, H, O. Tu es bon. La troisième, tu ne sais pas toi. A. La quatrième, Ça me vient, hein. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, Moucha. J'ai toujours demandé à ce que ces Moucha soit avec elle pour m'accueillir. Il est déjà avec vous, madame. Il est déjà près de vous, le chat. Merci d'en prendre soin. Ouais, elle me manque très fort, hein, c'est incroyable. Je suis bouleversé, les amis, j'en reviens pas. C'est. Madame, est-ce que vous pouvez me dire s'il y a autour de nous des entités, d'autres entités? Un coup pour oui, deux coups pour non. Est-ce qu'il y a d'autres entités? Maman, autour de toi, donc il y a des entités. Est-ce que tu sais nous dire combien d'entités sont présentes autour de toi là? On va commencer par les chiffres, Voilà. le protocole. Donc on va faire avec des chiffres. Autant de coups. J'entends. S'il y a quelque chose, la caméra enregistrée. Dites-nous, hein, les amis, si vous avez entendu aussi. Entendu un petit cri. Chaque fois que ma mère est intervenue en Ouija, il y a toujours eu un PVE. Donc il y a toujours eu une voix. Je l'entends en direct. C'est peut-être moi qui fais. Non, c'était pas ça. Maman, combien d'entités il y a autour de Allez, nous? on va commencer par on va faire autant de coups, autant de chiffres. Allez-y. Vas-y, maman. 1, 2, il y a 2 entités. Est-ce que dans ces entités, il y a un enfant, s'il vous plaît? Un coup pour oui et 2 coups pour non. Est-ce que dans ces entités, Il y a un enfant. un enfant? 1, 2. Il n'y a pas d'enfant. D'accord, il n'y a pas d'enfant. D'accord. C'est une entité qui se fait passer pour un enfant. Maman, est-ce qu'il y a une entité négative près de toi? Oui. Est-ce que cette entité peut nous attaquer, Michel et moi? Est-ce que cette entité peut nous attaquer? Merci beaucoup. Merci de votre bienveillance en tout cas. Bon, je peux compter sur toi pour venir à la table de Ouija? Tu sauras venir? Okay. Je te remercie du fond du cœur. Merci. Et alors tu sais bien comment je suis, si tu sais faire... Voilà, si j'ai vraiment envie de te serrer dans mes bras, tu le sais bien. Combien de fois j'en ai rêvé de te serrer dans mes bras? C'est tellement... C'est très fixe, hein, c'est vrai que... Elle me manque tellement hein, que plus j'avance dans l'âge et plus je suis triste en même temps et plus elle me manque. Donc c'est un manque en fait qui grandit avec le temps. C'est un manque qui est profond, qui est intense. Et elle me manque tous les jours. C'est peut-être pour ça qu'elle vient en fait.
je lui ai pas dit assez que je l'aimais de son vivant et je m'en veux à mort. Mais bon, c'est dur. Merci moi en tout cas d'être venu, même si c'est devant tout le monde. Je suis toujours un peu gêné d'avoir la larme à l'œil quand tu es là, mais voilà, c'est... Elle profite, voilà, elle profite de ce canal. À mon avis, elle a plus facile et elle profite de ce canal pour te contacter. Ouais, c'est fou. Comme elle se fait entendre. Merci beaucoup, madame. Comme elle se fait entendre, hein, quand tu... déjà plusieurs fois. Hein. Ouais, j'ai un frisson. Oh, j'ai un frisson. C'est comme si, à moi aussi, elle me fait aussi un câlin. Voilà. Merci, madame. Vous êtes adorable. Merci beaucoup. Je vous sens. Je vous sens. Je puisse avoir la même sensation. Je sens votre bras autour de mes épaules. Merci beaucoup. Vraiment un entier. Merci beaucoup. C'était une femme qui était, je veux dire, tellement gentille et malheureuse. Elle a tellement été malheureuse dans sa vie que... Madame, est-ce que vous êtes heureuse là où vous êtes? Est-ce que vous êtes bien? Un coup pour oui, un coup pour non. Est-ce que vous êtes bien là où vous êtes? Merci en tout cas. Est-ce que vous pouvez demander aux entités qui sont autour de nous de venir nous parler? Est-ce que vous pouvez communiquer avec eux? Un coup pour vous, deux coups pour moi. Est-ce que vous pouvez communiquer avec eux? Il y a un deuxième petit, plus petit. Donc c'est non. C'est bien un non, maman, tu ne sais pas communiquer avec? D'accord. Vous n'êtes pas sur le même plan? C'est parce que vous n'êtes pas sur le même plan? Attendez, je vais vous remettre au son parce que j'aurais mal au dos. Retourne chez toi. Oh, elle est sur un pied, t'as vu? C'était sur un pied. Elle était sur un pied. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle veut réessayer? Elle était sur un pied. Oh. Elle essaye, d'ailleurs. Elle réessaye, je ne sais pas ce que ça veut dire. Elle nous emmène. Elle essaye de... Ça veut dire quoi, maman? Oh, je contrôle pas, j'ai un frisson de malade. On va tomber. On se balade. Voilà, elle est sur un pied. Merci. Ah, ça c'est rare. On l'a rarement comme ça. C'était vraiment touche. Voilà, ça glisse. Ça glisse en plus. Ouais. Merci beaucoup en tout cas de cette démonstration. De ton attention à toi. À tomber quand tu fais mal. Merci. Bon, non, Merci en tout cas. ouais, merci du fond du cœur. Et si tu sais venir à la Ouija, peut-être pour. Maintenant, ça va peut-être moins intéresser les abonnés, mais. Je mets ma cuisse. Parce que je sens son énergie. C'est pas gentil. Ouais, parce que je suis en extension pour ne pas tomber. D'accord. Voilà. On peut reposer, on peut. Ah, attends. J'ai encore quelque chose. C'est bien.
chez nous s'il faut. A, C'est quelque chose de difficile à dire. R, par D, O. Je te demande pardon. Joël, ta maman l'a décédé en 89. Quand? Le 22 décembre 89. Est-ce que, Anne-Marie, vous êtes dans la lumière? Oui. Sois tranquille. Est-ce que vous veillez sur Joël? Oui.